Bonjour à tous et merci de l'accueil de Blue Boat. Ravi d'être à Mulhouse, c'est franchement une escapade très sympathique et surtout avec beaucoup de soleil. Voilà, donc merci pour votre accueil. Je propose aujourd'hui en fait d'aborder le sujet comment un média traditionnel se prend-il en compte les nouvelles habitudes des consommateurs et téléspectateurs avec des exemples très concrets. Moi j'aime bien les présentations interactives, donc n'hésitez surtout pas en fait à m'interrompre et je répondrai à vos questions au fur et à mesure. Donc pour sommes-nous aujourd'hui, je vais être très rapide. Évidemment, on part dans le on média, que nous avons nous, et on va dans le earn média. On s'est amusé à faire une cartographie en fait de présence de l'univers France Télévisions, donc aussi bien nos sites, mais aussi bien les plateformes sociales, les plateformes externes et tous les outils que nous utilisons. Aujourd'hui, nous avons en gros 1 77 000 internautes connectés aux marques France Télévisions, ce qui ne veut pas dire aux animateurs, mais aux marques pure France Télévisions. Donc, juste pour récapituler rapidement, c'est 2, 3, 4, 5 O, c'est France Télévisions, c'est le club France Distribution, Publicité, la Fondation, donc il y a pas mal de déclinaisons. France 2, donc 9 bureaux de correspondants internationaux, 10 bureaux en province. Retenez les chiffres parce qu'il y aura une petite surprise à la fin en fait. C'est bien, 24 stations régionales France 3 et réseau ultramarin, 10 stations. Alors pourquoi cette slide? Tout simplement pour dire que dès lors qu'on travaille sur l'e-présence, il est important en fait d'harmoniser et d'unifier la présence des uns et des autres. Donc c'était un gros chantier, on va jusqu'à Wallis et Futuna, donc c'était pas spécialement évident, mais je pense que là on est plutôt homogénéisé. Quand on parle de marques, on parle évidemment des marques programmes également. Donc certaines qui sont plus actives sur les médias sociaux que d'autres, on y reviendra tout à l'heure. Et également donc les marques animateurs, dont en top actif, je dirais Laurent Ruquier et Nagui sur Twitter. On arrive donc au earn média. Au earn média, premièrement on écoute ce qui se passe avant d'agir, on repère, on identifie les communautés, les actifs, pas spécifiquement les influenceurs, et on met en place des cartographies d'influence pour voir les interactions entre eux. Une fois qu'on a fait ce premier travail de veille, on passe ensuite à l'action. Donc où allons-nous? Évidemment, les conversations se font sans nous. Donc on écoute une fois de plus, et là c'est une étude de... excusez-moi, j'arrive même plus à lire. C'était Yahoo et... je ne me rappelle plus, je suis désolée, mais c'est écrit en petit. Qui dit en gros qu'aux États-Unis, il y a 94% de téléspectateurs qui procèdent au multitasking devant un programme de télévision, dont 88% depuis les mobiles. Une étude récente en fait en France a donné des chiffres de 24%. Donc évidemment, on est encore très loin de ces usages. Cette consommation donc multitask nous invite toujours plus à connecter nos écrans et plus encore à les faire parler évidemment. On peut donc là voir des pics d'audience et de conversation, donc j'appelle ça l'audience sociale, des pics de conversation devant certains programmes de télévision. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces conversations sont faites de manière tout à fait naturelle. Un exemple sur On n'est pas couché, donc hashtag ONPC. Vous pouvez voir donc la chaîne de France 2 est en top, une des chaînes en taux de conversation. Donc la première audience, potentiellement un peu moins de 2 millions de personnes sur Twitter qui seraient touchées, et les fameux trending topics en numéro 1, qui constituent donc une matière première essentielle pour mesurer l'impact de notre programme et identifier évidemment les personnes qui contribuent et donc qui sont actives autour de nos programmes. Et je reprends donc la phrase de Bruno Patino, qui est notre directeur de la stratégie numérique de France Télévisions, qui dit « Il faut assurer la transition d'un média de masse vers un média de communauté ». J'enchaîne donc sur des exemples précis, notamment l'affichage. On a commencé en fait par afficher les hashtags à l'antenne à travers différentes émissions que vous avez dû à mon avis identifier. Là c'est Média Le Mag. En fait c'est la première émission qui laisse le hashtag en continu chez nous, à France Télévisions. D'autres émissions sont encore plus timides, mais je pense qu'à terme, voilà, la longue vie d'un hashtag à l'antenne est en train de se faire. Deuxième exemple, France 5 qui prend la parole pendant la diffusion du documentaire Noir de France, qui live tweet et qui engage
la conversation avec les communautés. On identifie évidemment une personne active au nom de Sandrine Joseph qui travaille chez Orange, qui était particulièrement engagée autour de ce programme-là. Pour aller plus loin, et on va parler du GC là, c'était l'expérience de Touche pas à mon poste, où en fait on a mis en place le Visiopost, qui consistait à donner tout simplement votre avis sur un programme de télévision. Et en fait, Cyril choisissait la vidéo la plus drôle, ou la plus sympa, ou la plus intéressante, pour la diffuser à l'antenne une fois par semaine. Et en fait, cette opération a permis un taux d'engagement énorme sur sa page, un recrutement de femmes. Ils sont à près de 220 000 aujourd'hui, avec un taux d'engagement qui, à mon avis, Damien, qui a contribué par ailleurs à cette opération avec nous sur le Visiopost, je crois que le taux d'engagement est à peu près à 19%, ce qui est quand même un énorme record sur Facebook. Donc merci Damien. Également, sur France 5, l'émission N'est pas que des cobayes, où on proposait sur la page de Facebook de proposer en fait des expériences que vous auriez vécues. Vous souhaitez en tout cas venir nous présenter en fait les meilleures expériences, ont accueilli les auteurs sur le plateau pour le partager avec les téléspectateurs. On va encore un peu plus loin. On a fait un partenariat avec Facebook qui proposait en fait à l'occasion de mots croisés de poser les questions aux candidats, évidemment avec insertion aussi du hashtag, mais surtout des conversations et des questions à l'antenne. On a récolté à peu près 2500 questions et 8000 commentaires autour de l'émission. Là, pour les JO 2012, on a monté une application sur Facebook, depuis le site également, qui s'appelle e-reporter. Et en fait, il y a 4 e-reporters qui partiront donc couvrir les Jeux Olympiques et qui nous enverront en fait tout leur contenu, photos, vidéos, commentaires. On publiera évidemment sur le site officiel des JO de France Télévisions, mais également qu'on diffusera sur les différentes plateformes sociales. Et l'Eurovision. Alors l'Eurovision, je vais revenir tout à l'heure sur l'Eurovision parce que c'est vraiment une première qu'on a fait en tout cas en France. Donc évidemment, insertion de l'hashtag à l'antenne, insertion des questions et des remarques et des commentaires. On n'a pas énormément de tweets en matière quanti, on a eu 68 000 en France, à peu près 800 000 en Europe. Donc c'est pas du tout un record. En revanche, je reviendrai pas sur l'analyse des tendances autour de l'Eurovision. Avec la société Shorely, qui est une société suisse qui avait déjà testé les 10 tweets avec e-buzzing, à l'occasion de l'Eurovision, en fait, ils ont agrégé tous les contenus des télénautes avec le hashtag EuroFrance TV. Et en fait, on a réussi à créer un album photo en temps réel de toutes les photos qui ont été publiées. Et on a reçu 600 photos en 3 heures. Donc, un engagement plutôt très intéressant. Alors, pour revenir vite fait sur l'Eurovision, on a fait un partenariat avec IBM. En fait, IBM avait testé autour des Oscars la détection des tendances en amont de l'événement. Et en fait, c'était sous forme de... Excusez-moi, c'était sous forme de bulles. Et plus les bulles grossissaient, et plus les conversations étaient importantes. Et en fait, ils avaient identifié à 48 heures des Oscars que le film des artistes drainé beaucoup de conversations, et en effet, The Artist a reçu l'Oscar du meilleur film. Donc on a souhaité tester cette opération autour de l'Eurovision. Et là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a le drapeau de la Suède qui est largement au-dessus des autres pays. Ils ont analysé, en fait, le web, c'est-à-dire aussi les forums, les blogs, les sites, les médias sociaux, évidemment. Et ils ont franchement détecté que la Suède allait gagner 72 heures avant les résultats. Donc c'était plutôt impressionnant. Et il avait testé aussi pour, à l'occasion du Super Bowl avec Disneyland. Disneyland en fait avait 2 publicités qui devaient être diffusées pendant le Super Bowl. Ils ont analysé en fait les retours de conversation autour de ces 2 publicités. Il y en a une qui a marché plus que l'autre, ce qui a fait que du coup ils ont distribué dans plus de salles le film où la publicité a plus marché. Et le film est un carton.
Alors avec tout ça, nous, que mesurons-nous? Alors en fait, c'est vrai qu'on fait pas mal de rapports qu'on partage avec des acteurs en interne. Donc, premièrement, un rapport synthétique et quotidien de 2 pages autour des audiences sociales d'un programme de télévision pour obtenir des données précises. Donc là, sur mots croisés, ça donne par exemple la courbe d'activité par chaîne, les chiffres clés à retenir, les parts d'audience par chaîne et les volumes de conversation. Évidemment, les top influenceurs qui sont plus en quanti par rapport aux communautés qui les suivent et les tweeters les plus actifs, ce qui nous permet évidemment d'identifier des communautés, de recruter par thématique autour de nos programmes. Les fameux trending topics, donc le classement, et puis les verbatims et les mots-clés. Alors c'est vrai que dans tout ce qui est analyse des sentiments, moi je préfère franchement qu'il y ait de l'humain derrière, parce que c'est tellement plus vrai ce qu'il en sort. Là c'est automatisé, donc je trouve qu'on ne voit pas grand-chose personnellement. Alors que si on le fait manuellement, on peut vraiment ressortir les 3 meilleures tendances autour d'un programme. Après c'est une question de temps. Voilà. Second rapport, donc une fois tous les 6 mois, on présente à chaque chaîne son réputation au niveau des animateurs, au niveau de la chaîne en elle-même, que ce soit en quanti ou en quali, et en gros les principaux verbatims qui ressortent des communautés. Donc là, on a fait un audit par exemple sur Facebook avec 35, et on voit que Michel Simès est l'animateur en fait qui génère le plus de fans sur Facebook, et avec son émission cumulée par ailleurs aussi. On identifie évidemment aussi les taux d'engagement, la géolocalisation et également la démographie. Le taux d'engagement, on en revient, ça c'est la page Fort Boyard qu'on a lancée il y a quelques semaines et qui a déjà un fort taux d'engagement et un 11,3%. Donc, moi j'ai toujours été plus pour le cahier personnellement, je me dis qu'il vaut mieux avoir une communauté de 50 000 personnes avec un taux d'engagement de 11% que d'avoir 2 millions de fans avec personne qui parle de votre marque et qui la viralise. Idem sur Twitter, donc ça c'est sur France 2, c'est ONPC qui est en première position, suivi de Des paroles et des actes, de mots croisés, puis de Handlar. En fait c'est des chiffres qui datent de mars 2012, mais depuis ça a vraiment beaucoup évolué. Je vais juste le réactualiser un petit peu. Des pics d'audience également par rapport aux conversations, autour de mots croisés, des victoires, de DPDA, de ONPC, et de ONPC encore tous les samedis qui marchent plutôt très bien. Ensuite, nous, on s'est équipé de l'outil Synthesio, qui nous permet en fait de détecter également certaines tendances, mais surtout de pouvoir extraire une réputation assez complète autour des programmes de nos animateurs et de nos chaînes. Donc pareil, le dernier monitoring qu'on fait, c'est tout ce qui est KPI, parce qu'en fait on était auparavant au service de la communication, on dépendait de la communication, et depuis à peu près 1 an et demi on dépend du marketing. Donc aujourd'hui on est entre notoriété et entre un KPI, c'est-à-dire qu'on dépense un budget, et en fonction de ce budget, qu'est-ce qu'on ramène, qu'est-ce qu'on rapporte. Donc on s'intéresse de plus en plus aux chiffres, ce qui est par ailleurs intéressant, parce que surtout intéressant, c'est de pouvoir valoriser en fait ces actions. Et là, je rentre rapidement plus en profondeur dans l'analyse la détection et analyse des sentiments d'IBM autour de l'Eurovision. Donc là, c'était le volume de répartition dans les concentrations globales par pays. Évidemment, ce qui ressortait, c'est encore une fois la Suède et l'Espagne. C'est toujours en amont de la finale. Ce qui ressortait essentiellement, évidemment, c'est les questions des droits de l'homme en Azerbaïdjan. Également des polémiques sur les votes, est-ce que les votes sont géopolitiques? Et d'autres sujets émergents, toujours sur les droits de l'homme, sur des panneaux de déco et sur la défaite de Bakou qui n'ont pas eu les Jeux Olympiques en 2016. Voilà, tout ça pour vous dire en fait qu'on a tellement d'outils aujourd'hui à notre disposition qu'on ne pourra qu'aller plus loin en fait dans la social TV, que c'est une expérience franchement enrichissante. Et que, juste pour conclure, et je pense que c'est vraiment important, au début on parlait du petit écran, aujourd'hui on parle des différents écrans et des écrans connectés, alors restons tout simplement connectés. Merci. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.
ouais.